l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Et nous aussi, nous sommes là. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Salut Bastien, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode 8 de Et toi, tu en penses quoi? T'en penses quoi d'ailleurs? N'oublions pas l'apostrophe. Comment vas-tu? Bon écoute, ça va très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, donc on est content de se retrouver, on est content de parler de cinéma encore. Absolument, on va parler de cinéma, et quel cinéma? Alors on reste à Hollywood aujourd'hui encore. Une fois n'est pas coutume, puisqu'on va vous parler du film Snake Eyes. Donc le mauvais œil, et non pas l'œil du serpent chez nos amis canadiens. Ça alors? Et oui, tout arrive. Et donc ce film date de 1998, est réalisé par Brian De Palma. Donc alors là pareil, on s'attaque à un grand bonhomme du cinéma. Et donc 1998, Brian De Palma, 98 minutes également, 98 minutes au compteur. C'est un film avec Nicolas Cage dans le rôle principal, avec dans les seconds rôles les plus importants Gary Sinise et Carla Gugino, je suis désolé pour la prononciation, toujours, et une musique de Ryuichi Sakamoto, que je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Ryuichi Sakamoto, qu'a-t-il fait notre ami Ryuichi Sakamoto? Je regarde un peu en direct parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas trop en parler, mais c'est pas indiqué. Bah écoutez, voilà, c'est Ryuichi Sakamoto apparemment qui a fait la musique. Le film était doté d'un budget de 73 millions de dollars pour un box-office mondial atteignant quasiment les 104 millions. Donc c'est pas foufou. C'est pas foufou, et je trouve que c'est un film extrêmement sous-estimé, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Guillaume, est-ce que tu avais entendu parler de ce film avant que je le propose ou pas du coup? Absolument pas. Je ne connaissais pas ce film, j'en avais jamais entendu parler, j'avais jamais rien vu dessus. Donc du coup, j'ai pas de premier souvenir à proprement parler, si ce n'est quand tu m'as dit le nom, je suis allé voir. D'abord, je l'ai confondu avec un autre film. En fait, il y a plein de films qui s'appellent Snake Eyes. J'en ai trouvé au moins 3. Oh, un de 93, celui-ci, et un plus récent qui est un remake de G.I. Joe. Un spin-off. Un spin-off, pardon, de G.I. Joe. Donc d'abord, je savais pas trop lequel c'était. Et non, le seul truc auquel j'ai pensé au départ, c'est un film avec Nicolas Cage. Et c'est rarement synonyme de qualité ces dernières années. Ces dernières années, je précise. Oui, ça marche. C'est quand même un gars qui a fait pas mal de navets. Moi, je suis pas un grand fan de ce comédien. Donc, j'avoue que j'avais un a priori négatif avant de le voir. Je vais même être transparent. J'ai repoussé le moment de le voir vraiment au dernier moment. Je l'ai vu ce matin avant d'enregistrer le podcast. Ce qui me permet aussi de l'avoir très frais en tête, et c'est une bonne chose. Mais voilà, donc pas de souvenir et un a priori plutôt négatif. Et toi, comment tu l'as trouvé ce film-là? Écoute, moi ce film, c'est un film que j'aime beaucoup, évidemment, sinon je te l'aurais pas proposé, à moins pour t'embêter, pour continuer sur la lignée de The Island. Mais en l'occurrence, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert un peu par hasard. Je me souviens surtout de la jaquette du DVD qui était chez mon oncle. À l'époque, et du coup je sais que c'est un film que j'ai toujours voulu voir, parce que la jaquette, je sais pas, et pourtant elle est simple, elle est pas folle, mais je sais pas, je la trouvais sympa, le synopsis me tentait, et j'ai mis du temps à le voir effectivement, et quand je l'ai vu, quelle ne fut pas ma surprise devant ce superbe film que je trouve extrêmement réussi dans tout ce qu'il entreprend. Allez, on va être un peu objectif, peut-être pas dans tout ce qu'il entreprend, mais en tout cas dans 99% de ce qu'il entreprend, au moins. Et donc voilà, oui, moi c'est un film que j'aime beaucoup, encore une fois. Nicolas Cage, c'est un acteur que j'apprécie, dont j'apprécie le travail, surtout à cette époque.
C'est-à-dire que tu vois, tu parlais qu'il a tourné dans beaucoup de navets dernièrement, et en fait c'est beaucoup plus les années 2010. Il s'est un peu repris en main depuis quelques années. Là justement, il fait des projets un peu plus intéressants, je dirais. Notamment le film Pig, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, mais c'est un acteur justement qui m'intrigue. J'ai pas la prétention d'avoir vu tous ses films malgré tout l'amour que je lui porte. Mais en tout cas, voilà, pour se concentrer sur cette période, voilà, c'est la période, alors un peu à l'arrache. Là, je vais citer quelques films que j'adore avec lui, mais Les Ailes de l'Enfer, qui est un film d'action que j'aime beaucoup, Volte-face, 8 mm, avec un très jeune Joaquin Phoenix. Qui est vraiment super, un super thriller aussi, très sale dans la veine un peu de ce que pouvait faire Seven. Donc non, moi c'est un acteur, je trouve, qui a beaucoup plus de facettes que ce qu'il veut bien nous montrer, en tout cas ces dernières années, on va dire, et qui me plaît beaucoup. Mais bon, assez de critiques dithyrambiques sur Nicolas Cage, sur Nick Cage. Effectivement, c'est un film que j'aime beaucoup, Snake Eyes, de Palma. C'est un réalisateur que j'aime également beaucoup. Son premier Mission Impossible, qui date de 96, pour le coup, donc 2 ans avant, avec Tom Cruise, qui a, on le verra, certains points communs avec Snake Eyes. Et puis voilà, quoi. Donc là, voilà, pour répondre à ta question toute simple, oui, c'est un film que j'aime énormément. Voilà. Écoute, moi je vais être très honnête, j'ai été très agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à voir un film qui n'allait pas me plaire. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Je répète, sans doute parce que moi, Nicolas Cage, c'est pas un acteur que j'affectionne particulièrement, que je trouve pour le coup l'affiche du film annonciatrice d'un navet. Je trouve qu'elle est vraiment pas belle, l'affiche, en tout cas celle qui est sur les plateformes. Donc voilà, je m'attendais vraiment pas à un truc bien. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un film qui fonctionne bien. Je trouve que c'est un film qui a des qualités dans sa mise en scène. On aura l'occasion de parler. Tu avais donné l'indice dans l'épisode précédent du plan séquence, mais clairement, on va en reparler. Je trouve que c'est un film qui a un découpage qui est vraiment intéressant. C'est un film dans lequel on se laisse gentiment avoir par plein de pièges tendus par le réal et par les personnages. Et vraiment, j'ai passé un super moment devant. Et je répète, ça a été une vraie bonne surprise. Et j'ai pas grand chose de mal à dire sur ce film. Il est pas parfait, mais ça a été une très bonne surprise. Et je trouve que le casting fonctionne bien, en particulier Garrison Eyes, qui est un acteur que moi j'aime beaucoup, notamment pour ce qu'il a fait dans Forrest Gump évidemment, mais je trouve que là il a un personnage qui est très intéressant. Il y a vraiment plusieurs couches dans son personnage et il y a une évolution qui est surprenante. Donc non, j'ai vraiment passé un bon moment, j'étais très content de découvrir ça et c'est une vraie découverte pour moi et j'imagine pour les gens qui écouteront, parce que je pense que tu l'as dit, c'est pas un film qui a eu un succès retentissant. Franchement, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Eh ben écoute, je suis ravi de t'entendre dire ça, parce que tu vois, moi, contrairement, non, mais en tout cas, je savais qu'en le proposant, c'est un film que t'allais aimer, parce que dans mon souvenir, tu aimes beaucoup les films. Alors là, pour le coup, je vais un peu différencier les films de manipulation et les types de films que là on a vu. Pour moi, c'est un film de point de vue. Comme peut l'être plus tard, puisqu'il est sorti après, le film Angle d'attaque, qui est un film que je crois que tu affectionnes beaucoup. Mais c'est marrant parce que ce matin, donc je l'ai regardé vraiment quelques heures avant qu'on enregistre, et pendant le film, je me disais, mais ça me rappelle un film où on revoit des choses depuis différents, et je cherchais le nom, et j'ai fini par retrouver que c'était Angle d'attaque. Mais oui, vraiment, ça m'a fait penser à ça, mais je trouve que c'est mieux. Parce que Angle d'attaque, c'est un côté un peu plus blockbuster, entre gros guillemets. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de plus... plus intimiste. De plus intime. C'est un huis clos d'abord, parce que tout se passe au même endroit. Alors, le lieu est grand, mais ça reste un huis clos. Et voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était un film réussi. Et puis, dans sa mise en scène, il fait des choses qui sont pas si faciles à faire. Et il les fait bien. Il y a plein, enfin vraiment l'introduction du film, elle est comme toujours quand un plan séquence est réussi, à mes yeux, on met du temps à se rendre compte que c'est un plan séquence. On y reviendra, mais je te laisserai le plaisir de parler de ça. Mais je trouve que c'est un film qui a énormément de qualité, et voilà, si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est vraiment chouette, quoi.
Eh ben écoute, je suis bien content de cet avis. Effectivement, oui, c'est un plan séquence. Donc le film, écoute, on va rentrer un peu dans le déroulé Allez, du on est film. parti. Allons-y. Donc le film, effectivement, se passe, tu l'as dit, dans un même lieu, donc à savoir l'arène qui va être transformée en casino. L'arène qui va être transformée en casino se trouve dans la ville près de New York. J'ai déjà oublié le nom, Atlantic City, si je te dis pas de conneries. Donc voilà, l'arène d'Atlantic City. Et il va y avoir donc un combat de boxe, on va vite le comprendre, un combat de boxe pour clôturer un peu justement cette époque d'arène, parce que c'est pas le premier, mais ce sera le dernier combat de boxe qui aura lieu là, avant qu'il soit complètement transformé en casino. Et donc, l'introduction du film nous présente le personnage principal, donc Ricky, interprété par donc Nicolas fucking Cage, que j'adore, encore une fois. Et c'est un plan séquence de 10 minutes dans lequel on le suit. On comprend donc j'allais dire son implication, mais c'est surtout on comprend quel type d'homme c'est, ce personnage. C'est donc un policier véreux, hein, dans tout ce qu'il y a de plus noble, j'allais dire. Et puis surtout, c'est un personnage très extravagant. Il se met en avant. Il aime qu'on le voit, qu'on le remarque, qu'on l'entende. Il fait beaucoup de bruit, il gesticule beaucoup. Mais ça va très bien, Nicolas Cage. Ah bah c'est un personnage qui lui permet de cabotiner comme jamais. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que moi je l'aime, c'est que on a tendance à trop l'arrêter à ces cabotinages qui ont fait un peu naître ces dizaines et dizaines et dizaines de mèmes sur internet, mais je trouve que ça lui sied bien. Je suis un peu comme toi, et là tu sens qu'il se fait plaisir, et donc ce plan séquence va donc le suivre, comme je le disais, dans j'allais dire la découverte pour le téléspectateur du lieu, etc., jusqu'au moment où le combat de boxe commence. Et donc pendant que le combat de boxe commence, c'est la fin du plan séquence. Il y a donc des coups de feu, et le ministre de la Défense, je crois, qui était sur place, c'est un secrétaire d'État. Un secrétaire d'État à la Défense, pardon, est touché mortellement. Et du coup, toute l'intrigue qui va suivre va être de savoir qui, comment, pourquoi. Et on va croiser tous les personnages, en tout cas une bonne partie des personnages que croise Nicolas Cage dans ce fameux plan séquence, vont être nos différents points de vue pour redécouvrir sous d'autres angles, en l'occurrence, ce fameux meurtre, etc. Donc ce plan séquence, on va en parler un petit peu parce que bon voilà, moi je suis un gros, alors on va essayer de pas être vulgaire, mais je suis un gros lover de plans séquences. Moi aussi. J'adore les plans séquences. On a tendance à dire que c'est trop scolaire, que ça invente rien, que ça a été fait, refait et refait. Moi, je trouve que les plans séquences, quand ils sont bien faits, ça fonctionne toujours. Tu l'as dit, on ne se rend pas tout de suite compte qu'on est dans un plan séquence. Et moi, je crois que c'est ce plan séquence-là qui, même s'il est raccordé numériquement, c'est pas un vrai plan séquence. Il a été raccordé numériquement. Donc, moi, je crois que c'est ce plan séquence-là qui m'a le plus marqué au début de ma jeune carrière de cinéphile, où je découvrais des films, puisque c'est ce film c'est ce plan séquence, pardon, qui m'a fait aimer les plans séquences, en fait, hein, tout simplement. La caméra, elle va partout. Voilà, moi, j'adore ça. J'adore ça. Non, mais je te rejoins là-dessus. Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma. Alors, effectivement, il y a toujours un peu derrière ça, en tout cas chez certains, une critique du fait que, notamment dans ce cas-là, quand il y a des raccords numériques, on considère que du coup on dévoie un peu le principe d'un plan séquence, qui est censé être, pour ceux qui ne connaissent pas, une scène qui est filmée en une seule prise avec une seule caméra sans changement de point de vue. Donc il n'y a pas de cut en fait à l'intérieur de la scène. Là, il y a effectivement des raccords numériques. Moi, franchement, je les ai pas vus. Je ne saurais pas dire où ils sont. Ça m'a pas frappé. Je me suis posé la question. À partir du moment où j'ai compris que c'était un plan séquence, je me suis amusé à essayer de trouver, mais j'en ai pas vu. Donc c'est fait de manière plutôt clean. C'est pas grossier. Mais je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve que c'est toujours une performance quand même de réussir à faire ça, y compris quand il y a des raccords numériques, parce que ça implique quand même qu'il y ait une cohérence. Et une précision dans le placement de la caméra, dans le placement des mouvements,
dans la direction des acteurs, dans le positionnement de l'équipe technique, parce que il faut imaginer un plan séquence. Je trouve que c'est encore plus impressionnant quand on l'imagine avec ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, Nicolas Cage, il se déplace vraiment longtemps et il va dans plein d'endroits différents. Il monte, il descend, il passe par des escaliers, des escalators, il va dans des cul-de-sac, il revient dans une grande place, il passe à côté d'énormément de gens. Et en fait, il faut imaginer l'orchestration que ça demande. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et puis surtout, je trouve que ça sert le film parce que le plan séquence va se couper à partir du moment où il y a le coup de feu. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qui vient casser la fluidité du film, c'est le coup de feu, donc c'est cette espèce d'attaque terroriste, on peut la qualifier comme ça en tout cas à ce moment-là du film. Et je trouve que c'est intéressant parce que à partir de là, le film change de rythme. Et quelque part, ce plan séquence-là, c'est l'introduction, entre guillemets, à travers ce personnage-là. On l'a dit, c'est un personnage qui est un peu trublion, on le voit, il est très extraverti, il bouge, il parle. Et du coup, la caméra aussi, elle se balade beaucoup, on voit plein de choses différentes. Et là, d'un coup, on revient dans un montage beaucoup plus classique, mais qui marque la différence entre l'introduction et le reste du film. Mais vraiment, c'est une prouesse. Moi, je suis comme toi, je suis un peu un lover de plan séquence. On aura l'occasion, j'espère, un jour de parler de Birdman dans ce podcast, qui est pour moi une leçon de plan séquence. Mais ouais, c'est l'introduction, ça participe, je pense, moi en tout cas personnellement, à mettre une petite claque quand même. Ah ouais, ça va être bien. Enfin, oui, je veux dire, ouais. Ça montre le niveau du truc tout de suite, quoi. C'est clair, et puis ça force une implication du spectateur, parce que le plan séquence est quand même assez serré sur le personnage de Nicolas Cage, et effectivement c'est quand il rentre dans un nouvel environnement, par exemple vers la fin du plan séquence, peu avant le coup de feu, quand il rentre dans la salle où le ring se trouve, donc vraiment la salle de spectacle, réellement. Ouais. Le ring est au milieu et tous les gradins sont blindés. On nous dit plus tard 14 000 personnes. Et effectivement, donc là, ça demande une direction d'acteur, même si le plan séquence est raccordé numériquement, tu l'as dit, ce n'est pas grossier. Ça demande quand même une direction d'acteur et de figurants. Mais totalement. De figurants assez dingue, une organisation assez folle. Donc vraiment non, l'introduction du film nous présente à la fois plein de personnages qu'on voit un peu autour de personnages de Nicolas Cage, et de plus ça, comment dire, on a l'œil attiré en même temps que lui, c'est-à-dire que la caméra, dès qu'il va tourner à un moment donné, pour ne pas couper le plan séquence, elle va retourner vers le ring, elle va retourner vers le personnage qu'il regarde, vers le personnage de ci, vers le personnage de ça, et donc voilà. Et c'est aussi via ce plan séquence là qu'on nous présente donc le deuxième personnage principal du film, donc Kevin Dunn, incarné donc par Gary Sinise, qui est donc le meilleur ami, on peut dire, de Nicolas Cage, de Rick. En tout cas, c'est comme ça que Nicolas Cage lui-même le présente. C'est ça. Donc du coup voilà, un plan séquence et une introduction qui ne peut pas laisser insensible le spectateur. Et donc effectivement, à partir de là, il y a donc ah oui, je ne l'ai pas précisé, le personnage de Kevin Dunn est donc un militaire. Nicolas Cage, lui, est un ancien militaire. Et Rick Santoro est un ancien militaire. Je vais essayer de l'appeler par le personnage pour pas faire comme les épisodes précédents. Et donc Kevin Dunn est chargé de la sécurité du secrétaire d'État, qui vient donc assister à ce combat parce qu'il est proche de celui qui va ouvrir le casino à la place. Donc le personnage de Gilbert Powell, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça qu'il est présent. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au départ. Et donc c'est assez hallucinant. Alors en plus, on dit que le plan séquence suit vraiment le personnage de Nicolas Cage, etc. Mais il le suit à travers les écrans aussi. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que le plan séquence part quand même d'un écran de télévision dans lequel une journaliste présente la fameuse soirée à l'extérieur, sous la pluie. Et après, on plonge directement dans le vif du sujet en suivant Nicolas Cage à travers tous ces endroits de l'arène. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue. Non, oui, je suis d'accord. Vraiment, en termes de réal, cette séquence-là, elle est vraiment réussie. Et puis, ça nous présente quand même assez bien le contexte, parce qu'on comprend ce qui se passe, on comprend où on est. Il interagit avec beaucoup de gens.
Il va notamment frapper une espèce de petit caïd, de petit escroc. Il va lui voler de l'argent qui va se récupérer tout de suite pour miser d'ailleurs sur le combat, parce qu'on comprend que c'est un peu un parieur, comme beaucoup de gens qui sont présents à cet endroit-là. Il a un comportement qui est vraiment excessif avec Tyler, donc le boxeur Lincoln Tyler, qui joue d'ailleurs très bien cet acteur. Moi, je le connaissais pas à Stan Show, mais vraiment j'ai apprécié son personnage. Et voilà, il essaye de l'encourager, mais c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Il en fait trop. Mais voilà, c'est vraiment bien. On s'installe, et puis mine de rien, dans cette séquence, il interagit avec beaucoup de gens, y compris au téléphone. On comprend qu'il interagit avec sa femme, avec son fils, avec sa maîtresse. Et puis il interagit aussi avec, tu l'as dit, Gary Sinise, mais d'autres personnages, et notamment une jeune femme qui va venir s'asseoir à côté de lui juste avant le coup de feu, quelques secondes avant le coup de feu. C'est ça, oui. Et qui va elle-même recevoir une balle dans le bras, parce que Nicolas Cage son personnage en tout cas, va lui éviter de recevoir une balle plus mortelle, dirons-nous. C'est ça, oui. Et donc il va lui sauver la vie avant qu'elle ne s'enfuit. Et on va voir un peu plus tard que c'est un personnage extrêmement important. Mais vraiment, l'introduction du film, c'est pour moi un des gros points forts de ce film-là, c'est son intro. Écoute, on va continuer du coup. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est que suite à ça, donc c'est un peu la panique. Les 14 000 personnes veulent fuir. C'est un mouvement de foule qui se crée avec, donc effectivement, tu l'as bien dit, la disparition de ce personnage qui est tout de blanc et rouge à cause du sang vêtu. Et on voit quand elle part qu'elle prend une enveloppe avec elle. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe parce qu'elle parlait au secrétaire d'État. Du coup, c'est pour ça qu'elle a été touchée aussi vite. En fait, il se passe plein de choses suite au premier coup de feu. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième coup de feu qui blesse donc la femme. Rick Santoro est paniqué. Il s'allonge après avoir sauté sur la femme. Il regarde partout en visant ce qu'il peut. Il ne sait pas ce qu'il vise. Il voit son ami Kevin qui a l'air d'avoir tiré sur le tueur et du coup qui tue le tireur, pardon. Et suite à ça, s'ensuit un peu l'organisation de comment gérer ça. Donc c'est un peu Rick Santoro qui, après nous avoir présenté une facette complètement surjouée presque, etc., trouve un certain professionnalisme et organise un peu la battue, on va dire, et comment gérer ça, c'est-à-dire fermer les portes de l'arène pour pas que les gens sortent, etc., prendre les choses activement. Il le fait peut-être pas pour les bonnes raisons en l'occurrence, mais il le fait. Oui, et puis il faut dire aussi que quand il est au sol et qu'il regarde un peu autour de lui, il va aussi croiser le regard de Tyler, justement, qui est sur le ring et qui, on va le comprendre après, à ce moment-là, est censé être KO. Or, au moment du coup de feu, il ouvre les yeux, donc il a conscience de ce qui se passe. Ouais. Et donc, leurs regards vont se croiser. Et c'est un élément qui va être déterminant pour la suite, pour comprendre un peu ce qui va se passer. Mais tu as raison, son personnage devient d'un seul coup beaucoup plus organisé. Et surtout, il va faire preuve de beaucoup plus d'autorité. Oui. Il va renvoyer une espèce de milice policière. La police des jeux. Voilà, parce qu'aux États-Unis, chaque endroit a une police particulière. C'est ça, parce que le casino n'est pas ouvert, mais il y a déjà toute une partie qui est liée à ça. Et comme ça se passe dans l'arène sportive et pas du casino, il va les renvoyer. Et c'est lui qui va prendre les choses en main. Et puis surtout, il va aller voir Gary Sinise et qui lui s'en veut parce qu'il considère être fautif. Il explique que c'est lui qui a demandé à assurer la sécurité de ce secrétaire d'État en particulier, donc qui risque la cour martiale, parce que il faut expliquer que la jeune femme qui s'assoit à côté de Nicolas Cage, en fait, elle s'assoit à la place où était Gary Sinise, qui lui-même s'est levé quelques minutes avant pour aller voir une jeune femme dont il a le sentiment qu'elle est à un endroit où elle ne devrait pas être, en l'occurrence au premier rang. Et cette jeune femme va l'emmener parce qu'elle va essayer de fuir, et lui va raconter au moment où il parle à ce moment-là avec son meilleur ami que en fait elle l'a emmené, enfin il l'a suivi pour contrôler son billet, et que c'est pendant qu'il contrôlait son billet et qu'elle jouait de ses charmes, on peut le dire, que le terroriste a attaqué, et que donc lui il est doublement fautif parce que il s'est laissé avoir par cette femme-là,
Et 2, en libérant son siège, eh ben, il a laissé la place, en tout cas, il a laissé une fenêtre de tir beaucoup plus facile pour le tireur pour tuer le secrétaire d'État. C'est ça, il était pas à sa place et il faisait pas ce qu'on attendait de lui, en tout cas à ce moment-là. C'est ce qu'il explique au moment où il parle avec Nicolas Cage, c'est ce qu'il lui explique. Et donc du coup, Nicolas Cage, suite à ça, va s'occuper de gérer un peu, de dire à tout le monde non, pas de presse ici, ça ne sert à rien, etc. Il va juste garder un journaliste avec qui il s'entend bien, qui a l'air d'être aussi un petit magouilleur, donc le personnage de Lou Logan. Et du coup, d'ailleurs, Lou Logan, interprété par l'acteur qui s'appelle Kevin Dunn, qui est donc à une lettre près le nom du personnage de Gary Sinise. C'est marrant. Incroyable. Donc voilà, Lou Logan va rester là pour couvrir l'événement, pour couvrir le meurtre ou la tentative d'assassinat à ce moment-là du secrétaire d'État. Et donc suite à ça, changement de chemise et donc changement de personnalité presque pour le personnage de Rick Santoro, qui du coup va tout de suite aller chercher des réponses auprès de Tyler le boxeur, pour essayer de comprendre pourquoi il n'était pas KO. Et alors j'ai oublié de préciser, cet événement est donc a énormément de caméras. Il y a des caméras partout, dans la salle, le combat de boxe, dans l'hôtel. Retransmis. Il est retransmis. C'est un événement presque national. Et donc du coup, il y a des caméras vraiment de télé, de surveillance, de ci, de ça, absolument partout dans le lieu. Et avant d'aller voir Tyler, il en profite pour être sûr que Tyler ait bien feinté le KO, qu'il ait fait semblant et qu'il se soit couché. Et pour ça, il utilise différents écrans, des caméras de surveillance. Il y en a 4 qui sont sur le combat. Et là, il voit que le coup qui est censé avoir atteint Tyler a été donné dans le vide et qu'il a fait exprès de se coucher. C'est pour ça qu'il va aller le confronter. Et donc là, on va avoir le premier point de vue différent du film. Alors, je le dis avec des pincettes parce que la multiplicité des points de vue se fait et par les personnages, mais également par les caméras. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et là, en l'occurrence, donc on va avoir le premier point de vue autre que celui de Nicolas Cage de cette fameuse intro, à savoir donc le point de vue de Tyler, qui va être fait quand il va le raconter à Nicolas Cage. Qui va être fait en plan FPS, à défaut d'autres termes, en plan à la première personne. Ça va être filmé à la première personne. Et là, on arrive sur quelque chose qui caractérise aussi le film et la mise en scène et le montage, c'est que les points de vue qui vont suivre, sauf un, vont être donnés à la première personne par la personne qui le raconte à Nicolas Cage à ce moment-là. Et c'est absolument, absolument génial, moi je trouve, comme façon de faire. Bah, en tout cas, c'est original parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Franchement, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Et encore une fois, c'est bien exécuté. Pardon. C'est bien exécuté. Et dans le cas de Tyler, par exemple, on le comprend parce que à un moment, sur la première partie de la séquence où on comprend pas au départ que c'est en vue à la première personne, et on va le voir parce qu'on va voir un gant de boxe qui sert à ouvrir une porte à un moment. Donc là, on comprend finalement par rapport au positionnement du gant sur l'image que en fait, on est en train de voir à hauteur de ses yeux. Et ce plan-là va être cassé par une transition miroir. Absolument. Qui va permettre là de revenir à un point de vue assez classique. Et là aussi, il y a un vrai travail quand même en termes de réal, et on revient un peu à ce qu'on disait pour le plan séquence. Sur la partie technique, c'est difficile à faire et c'est très bien exécuté. Et je trouve que ça donne un vrai cachet au film, parce que ça le démarque en fait des autres. Je répète, moi je m'attendais vraiment à un film sans plus, quoi, un énième film des années 90 dans ce genre. Et je trouve que ça lui permet de se démarquer. Et je suis d'autant plus étonné qu'il n'ait pas eu de succès, ou en tout cas qu'il n'ait pas une forme de notoriété, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est quelque chose de rare au cinéma. Tu l'as dit, qui va revenir plusieurs fois pour plein de personnages différents et qui est vraiment intéressant parce que ça nous apporte des choses. Par exemple, moi, ce qui m'impressionne dans cette séquence, c'est le raccord qu'il y a entre ça et le plan séquence du début. Dans le plan séquence du début, on voit Nicolas Cage une première fois
apercevoir Tyler dans la pièce dans laquelle il est, la porte est ouverte, essayer de rentrer, se faire arrêter par un garde du corps. Et on va revoir ce truc du point de vue de ouais. Tyler. Et franchement, le raccord, il est parfait. Il y a rien à dire. Ça marche vraiment bien. Et ça, c'est compliqué. Et c'est surtout risqué parce que quand c'est mal fait, pour le coup, on le voit tout de suite, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Tu l'as très bien dit, c'est maîtrisé de A à Z. Le point de vue, on voit vraiment tout ce qui se passe derrière ce hors-champ interne qui nous était montré dans la séquence d'intro avec cette porte fermée. Et là, on voit ce qui se passe une fois qu'il ferme la porte au nez de Nicolas Cage. On voit que du coup, ils ont parlé au fameux caïd que Nicolas Cage a abordé après dans la séquence d'intro. Et voilà. Et donc, du coup, au-delà de ce point de vue nouveau, etc., ce qui est important, c'est les éléments qu'il apporte. On apprend que Tyler donc, a été convaincu à cause de ses dettes, pour pouvoir rembourser ses dettes, de se coucher. Pour quelqu'un. On ne sait pas qui lui a demandé à ce moment-là. Et il va finir par dire à Nicolas Cage, c'est une femme qui est venue me voir à la porte pour me demander de le faire. Et cette femme-là, il dit, mais il n'y a pas quelque chose qui pourrait me permettre de l'identifier, parce qu'à ce moment-là, il doit sans doute penser à la femme qui a fui, et il lui dit, c'était une rousse. Et là, hop, il comprend que la rousse, c'est la femme que son meilleur ami est allé contrôler au niveau du billet. Et là, il se dit, oh là, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ça apporte du coup un sentiment d'intrigue. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est un film de point de vue, et qui en plus, du coup, comme la plupart des films de ce genre, j'ai pas d'exemple qui dit l'inverse, c'est que le spectateur va participer à cette enquête, va chercher à savoir qui a fait quoi, pourquoi, et du coup, on va être curieux de savoir, ok, mais il faut le voir sous quel angle maintenant, donne-nous un autre angle pour savoir ce qui s'est passé. Il y a un peu une notion de Cluedo en fait, c'est-à-dire que c'est un peu ça, ouais. Et ça, c'est des films qu'on a vus plus récemment. Je pense à Onion Glass par exemple sur Netflix, ou à Couteau tiré, qui reprennent un peu ce truc de l'enquête auquel participe un peu le spectateur. Et là, il y a vraiment ce sentiment-là, mais ce qui est plutôt avant-gardiste, parce que là, on est dans les années 90, c'est moins courant à l'époque. Et ce qui est intéressant aussi dans cette séquence, c'est que en fait, on va se rendre compte que plein de choses qu'on a vues dans le plan séquence vont servir. Par exemple, dans le plan séquence au début, on a vu un espèce de mec qui avait l'air un peu déchiré, qui se lève et qui a une bière à la main et qui crie une phrase en particulier. Il se fait d'ailleurs arrêter par les flics, et en fait par les équipes de Tyler. Par les équipes de Tyler, et on va par la sécurité, pas les flics. Et on va voir qu'en fait ce gars-là, il servait à quelque chose, parce que le Tyler va expliquer qu'il devait tomber au moment où ce mec-là crie. Et quand on revoit le plan, et là il est plus serré sur lui, on se rend compte qu'il avait une oreillette. Chose que dans le plan séquence, si on le sait pas, on le voit pas. Et pourtant il l'a dans le plan séquence. Et il l'a dans le plan séquence, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et en fait ça c'est génial, parce que ça veut dire que dès le départ, un spectateur vraiment avec l'œil aiguisé peut identifier des choses, et ça je trouve que c'est génial. Bah c'est vrai, oui, ça fait un peu penser aussi à ce qu'avait pu faire Fight Club, où quand on te parle justement de l'importance des images, des inserts qu'on ne voit presque plus en un clin d'œil, on a quand tu revois le film plus tard, tu te rends compte que dès le début, en fait, c'était annoncé que Brad Pitt était finalement un personnage dans la tête d'Edward Norton. Et du coup c'est vrai que c'est très intéressant, ça permet de... c'est un jeu, c'est vraiment un jeu, c'est pour ça que le terme Cluedo est pas volé. Et après, ce qui est intéressant, et on va le voir plus tard, je fais un petit saut dans le temps, mais on va reprendre notre temps, vous inquiétez pas, c'est que cette notion de Cluedo en fait est très vite, à la moitié du film, mise de côté, puisqu'on comprend qui a fait quoi et pourquoi. Oui. Et du coup, qui a fait quoi, et après la question, ça va être de savoir le pourquoi. Et contrairement à, par exemple, tu parlais de Onion Glass, mais les films de genre Agatha Christie, que ce soit Le Crime de l'Orient Express et consorts, eux, c'est vraiment le Cluedo jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, tu te dis, mais qui a fait quoi, qui l'a fait. Là, on va avoir la réponse quand même assez vite. Et donc, suite à cet entretien et ce nouveau point de vue apporté par Tyler, Rick Santoro, Nicolas Cage, va voir donc Kevin, pour lui dire ce qui s'est passé, et c'est là que Kevin va lui dire ce que lui a fait, parce que du coup il lui dit la femme que tu as poursuivie, c'est elle qui est responsable, c'est elle qui a demandé à Tyler de se coucher. Pourquoi il se coucherait, qu'est-ce que ça impliquait, y a quelque chose qui va pas, donc dis-moi ce que toi t'as vu et compagnie. Et là il lui explique que effectivement
il était concentré sur la paire de seins de ce personnage qui avait un décolleté extrêmement plongeant, et que quand il lui a demandé le ticket, il n'a pas vu le tueur tirer. Et du coup, il a réagi beaucoup trop tard parce que il était obnubilé par les seins de la personne. Et là, Nicolas Cage lui dit bah ouais, bravo, t'es un homme, c'est pas grave, t'inquiète pas. toujours dans la subtilité son personnage. Mais pareil, on est avec un point de vue où le personnage de Kevin est montré en vue subjective. En vue subjective, et du coup on reste sur le même effet de mise en scène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus tous ces points de vue-là, tout s'embrique bien en fait. C'est aussi une des forces du film, c'est-à-dire que même si on va avoir des dissonances d'un récit à l'autre, puisque chacun va raconter plus ou moins la vérité, notamment Gary Sinise qui lui ment sur une grosse partie de ce qu'il raconte, on le comprend après, mais globalement c'est aussi la force du film, c'est que tout est cohérent. Il n'y a pas de truc où on se dit là ça marche pas quoi. Et je trouve que il est allé jusqu'au bout de son idée, parce qu'on parlera à la fin de l'importance des caméras au sens littéral du terme dans le film. Absolument. Et il y a vraiment un propos autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit nous montrer et pas nous montrer, et qu'est-ce qu'on voit dans ce qu'on nous montre. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce qu'en réalité, dans le premier plan séquence, il y a des plans où on voit en direction de là où les coups de feu viennent, puisque Nicolas Cage il reçoit un appel à la fin et il regarde dans cette direction-là au moment des coups de feu. Et en fait, quand on regarde là, il y a déjà des choses qu'on pourrait voir, nous, comme on parlait de l'oreillette du gars. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un propos autour de ce film, au-delà de ce que ça raconte en termes d'intrigue et d'histoire. Il y a un propos autour de ce que le cinéma nous montre et autour de ce que le spectateur voit, et comment est-ce qu'un réalisateur, et c'est tout le boulot d'un réalisateur, fait en sorte d'orienter le regard du spectateur sur un truc ou sur l'autre. Et je trouve que le parallèle avec la discussion qu'il a avec cette femme, où tu l'as dit, au décolleté très plongeant, mais en fait c'est ça, là à ce moment-là, le réalisateur nous dit, là je filme un truc de manière à ce que vous ne voyez que ça, alors qu'en réalité c'est pas ça qu'on est censé regarder. C'est ça. Il y a vraiment une logique de détournement dans ce film qui est exploitée sur le fond de l'histoire, mais la forme, je trouve, sert aussi le propos du cinéma en général. Ah oui, mais c'est clair, c'est comme tu l'as dit, il y a une importance des caméras, une importance de ce qu'elles nous montrent, de comment elles nous le montrent, et là, du coup, effectivement, avec ce point de vue de Kevin, c'est exactement ça, puisque en fait, tout ce qu'on voit en vue subjective à ce moment-là, alors au-delà d'être attiré comme le personnage de Kevin, puisqu'on est en vue FPS, par les mêmes choses que lui regarde à ce moment-là, en fait, tout ça n'est pas arrivé. Et ça, on va le découvrir plus tard. Et du coup, le fait est que du coup, on est complètement manipulé de la même manière que le personnage de Nicolas Cage. Et c'est vachement intéressant comme procédé. C'est toujours intéressant dans ce genre de film. Et donc, suite à ça, la recherche continue. Et là, on va voir des choses que du coup, lui ne peut pas voir. Nicolas Cage, notamment ce que fait la fameuse femme, habillée en blanc et qui a été blessée. Et en fait, cette femme-là avait des lunettes et elle les a perdues dans la pagaille qui s'est ensuie des coups de feu. Et on la retrouve en train de s'habiller parce qu'elle ne peut pas sortir car les issues sont bloquées. Et on la retrouve, on voit qu'elle avait une perruque, ça on l'a vu quand Nick Cage l'a sauvée. Elle n'était pas blonde, elle est en fait brune avec des cheveux courts. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est grimée comme ça ? Et en fait, elle se regrime en enlevant son haut taché de sang et en mettant un pull au logo du casino. Oui, du casino, c'est ça. Et donc on va la suivre un peu. Donc elle va rentrer vraiment dans l'aile réservée au casino. Donc il y a les machines à sous, les tables de poker, etc. Et en fait, elle est un peu perdue parce que son point de vue à elle, à ce moment-là, est complètement flou, au sens littéral du terme, puisqu'elle ne voit plus à 2 pas devant elle. Et ça, c'est génial. Et c'est absolument merveilleux ça en aussi, fait, de trouver cette façon de faire. Ça raconte idée. Plein de choses. Parce que du coup, son dingue. Point de vue à elle est inutile. À ce moment-là, il est inutile. Et ça raconte, parce que le personnage va être traqué pendant le reste du film. En fait, ça montre à quel point elle est, c'est la plus faible, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est la proie. C'est-à-dire qu'elle, elle ne voit rien et elle essaye de fuir sans comprendre et sans avoir un accès visuel à son environnement. Et ça, c'est vraiment une super bonne idée de mise en scène. Ah oui, mais ça c'est clair. Et c'est montrer que son point de vue est brisé en même temps que ses lunettes, c'est important parce que du coup, ça va nous montrer justement cette importance. En fait, c'est elle la clé de l'intrigue.
Et ça, Nicolas Cage va le comprendre quand il va retourner voir les caméras justement du casino, parce qu'il cherchait à vérifier justement, à la chercher elle. Et en fait, il la reconnaît. Et donc là, il le dit à son meilleur ami Kevin. Kevin, je l'ai trouvée, elle se trouve dans le casino, etc. Et en fait, quelques instants avant, on a découvert, donc là vous l'aurez sans doute compris puisqu'on l'a déjà sous-entendu plusieurs fois, mais Kevin en fait est le responsable de toute cette attaque. C'est lui le commanditaire. C'est lui le commanditaire, et lui en fait il recherche la fille puisqu'on comprend que c'était elle la cible. Elle devait mourir en même temps que le secrétaire d'État. Exactement. Et en fait on le voit parler donc à la femme rousse et au fameux mec qui avait l'oreillette. Et en fait c'est son équipe en fait. Et tout ce qu'on a vu de son point de vue est en fait un mensonge total, puisque en fait c'était complètement prévu, etc. Et donc on les voit se débarrasser d'eux parce qu'il comprend que l'enquête de Nicolas Cage commence à aller dans la bonne direction, et pour pas prendre de risques, il préfère se débarrasser des témoins gênants entre guillemets. Et en fait il faut dire que dans la recherche de la fille, ils recherchent chacun de leur côté la fille. C'est ça. Gary Sinise la recherche et Nicolas Cage en même temps, et ils utilisent des techniques différentes. Donc, en tout cas, ils travaillent pas avec les mêmes personnes. Nicolas Cage est avec le mec de la sécurité qui s'occupe des caméras, et effectivement, il reconnaît sur un des plans de caméra cette fille-là. C'est le seul truc qui, à mon sens, qui marche pas très bien, parce qu'il la reconnaît d'un angle où il n'est pas censé la reconnaître. Parce que lui, il l'a vue quasiment que blonde, pour ainsi dire, parce que même si elle a perdu sa perruque, il l'a jamais vue autrement que blonde, entre guillemets. Et là, il la reconnaît sur un plan d'au-dessus, on voit que ses cheveux. Et ça m'a fait rire. Oui, on voit à peine son visage, effectivement. Oui, c'est vrai. Et quand même, bon, je fais une parenthèse, je suis obligé de le faire. Petit plaisir quand même de voir l'acteur à qui elle est. Tu me l'ôtes. L'acteur qui joue, tu vas m'aider parce que je connais pas son personnage. Je ne sais plus le nom de famille, mais dans Malcolm, c'est Greg Fespard, le collègue amoureux de Loïs dans les premières saisons. Donc voilà, c'est très cool de le voir là. Qu'il a aussi joue un personnage qui a l'air un petit peu dépassé par les événements, et donc on va comprendre qu'elle le drague entre guillemets de manière assez insistante, parce qu'en fait elle veut qu'il l'emmène dans sa chambre pour qu'elle se cache, parce qu'elle a bien conscience qu'on lui en veut, et c'est que ça. La balle qu'elle a reçue c'était pas une erreur quoi. En tout cas, même si elle ne sait pas si c'était réellement une erreur, à ce moment-là du film, elle est, comme tu l'as dit, c'est une proie. Elle sait qu'elle est recherchée, et pas pour juste lui demander comment vous allez, madame. Donc effectivement, elle va draguer un peu ce personnage lourdeau incarné par le même acteur que celui qui joue Craig dans Malcolm. Je sais plus du tout le nom de l'acteur, ça nous reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, donc nous en tant que spectateurs, on sait qui est le commanditaire, mais Nicolas Cage ne le sait pas. Et ça aussi, c'est une notion qui va être très importante avec la multiplicité des caméras. C'est que Nicolas Cage, en fait, tout ce qu'il va découvrir, c'est via les points de vue donnés par les différentes caméras qu'il y a sur le lieu. Et du coup, le spectateur a des cartes que lui n'a pas en main à ce moment-là, et c'est super intéressant comme façon de faire. Encore une fois, on est un peu dithyrambique sur ça, mais je vous assure que ça fonctionne énormément. Et donc, on va suivre à partir de ce moment-là Nick Cage qui, via ses amis, parce qu'on peut les appeler ses amis, puisqu'en fait, Nick Cage dit le dit lui-même au début du film, il dit « Mais pourquoi je quitterais cette ville, de toute façon, puisque je connais tout le monde, et tout le monde sait qui je suis. J'ai toutes mes entrées partout où je veux. » En fait. Donc voilà. Et donc merci Guillaume, l'acteur qui joue Craig, c'est David Anthony Higgins, mais je crois que tout le monde le connaît sous le nom de Craig, de toute façon. Oui, clairement. Ouais. Donc voilà. Et donc ce qui va s'ensuivre, ce qui va s'ensuivre, c'est donc un parallélisme entre le Kevin qui a donc un coup d'avance avec la confiance que lui accorde Nicolas Cage, Eric Santoro, et qui va se retrouver dans l'ascenseur avec la femme, donc, qui s'appelle Julia, on ne le sait pas encore à ce moment-là, et le personnage de Craig. Et Nicolas Cage qui a un petit retard qui l'empêche, il ne voit pas que son meilleur ami à ce moment-là est rentré dans l'ascenseur avec eux. Et donc du coup, il se retourne vers les caméras au-dessus et il dit vas-y, trouve-moi où est-ce qu'ils vont, quoi. Et donc en des caméras très 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 haute
haute définition, arrive à zoomer à un moment donné sur la carte d'identité du personnage de Craig. Ouais, c'est ça. Et du coup, grâce à ça, on trouve son nom, on sait qu'il séjourne à l'hôtel et on trouve son numéro de chambre. Et là, va s'en suivre un moment de mise en scène que je trouve absolument génial, qui m'a un peu fait penser à du Shining quand même, mais qui là, je trouve, prend tout son sens pour ce que le film veut nous raconter et de comment il veut nous le raconter. C'est que quand on suit les deux personnages allant dans leur chambre, dans la chambre d'hôtel du mec, on voit que les couloirs de l'hôtel sont kaléidoscopiques. On ne sait pas où ils commencent, on ne sait pas où ils s'arrêtent. Tout se ressemble et c'est super en termes d'ambiance, en termes de mise en scène. Ça raconte tellement de choses. J'adore. Ouais, puis les couloirs sont immenses, donc comme tu dis, il y a une notion, on s'y perd, tout se ressemble, c'est la même déco partout, les mêmes portes, etc. Donc ça renforce le sentiment du spectateur, lui aussi, de pas savoir où aller. Et donc on suit à ce moment-là Gary Sinise surtout, qui regarde dans toutes les directions, qui dès qu'il entend un bruit sursaute, mais il ne les voit pas. Et on va avoir, moi je trouve un des plus beaux plans du film, c'est qu'il y a un top shot. Donc c'est un plan zénithal, donc qui est filmé d'au-dessus. Et là, on va traverser plusieurs chambres. Plusieurs et cloisons. On va voir plusieurs trucs. On va voir un premier endroit où il y a un couple qui démarre des ébats. Ensuite, on a une chambre dans laquelle ils font la fête. Et ensuite, on arrive dans la fameuse chambre. On va retrouver le personnage dont on parlait tout à l'heure avec la fille qui est à nouveau en train d'essayer de se changer parce que elle a à nouveau taché de sang ses vêtements. Et en fait, elle va finir par lui expliquer à ce gars-là qu'elle veut juste rester là une demi-heure, mais qu'elle veut en aucun cas faire quoi que ce soit avec lui, ce que lui refuse. Et il veut la mettre dehors. Et à ce moment-là, va arriver à la porte notre ami Nicolas Cage qui va faire irruption à l'intérieur. C'est ça, tout à fait. Finalement, Nicolas Cage en fait aura réussi à rattraper son retard sur Kevin. Puisque Kevin, en fait, quand il était dans l'ascenseur avec ce couple un peu étrange que formaient la fille et Craig, que formaient Julia et Craig, je suis désolé de l'appeler Craig, je me souviens, j'arriverai pas à retrouver son nom du personnage, mais vous voyez de qui je parle. En fait, eux vont au 38e, 35 et lui il met le 38e pour être sûr d'aller voilà, jusqu'en haut. c'est ça. Et non. Si, lui il met le 38. Ah oui, il va au 38 et il redescend au 35 après par l'escalier. Exactement. Justement pour échapper aux caméras. Sauf que lui ne connaît pas le numéro de la chambre. C'est ça, lui ne connaît pas le numéro de la chambre et donc du coup, le temps qu'il met à redescendre et à trouver la chambre, en fait, Nicolas Cage, lui, l'a pris de court, quoi. Donc Nicolas Cage se retrouve à ce moment-là avec Julia dans la chambre. Et à ce moment-là, on retourne sur Kevin qui est dans le couloir et qui croise du coup le personnage de Craig qui lui dit vas-y, c'est pas normal, ils m'ont viré de ma chambre, faut que vous fassiez quelque chose. Et donc du coup, il lui dit montrez-moi votre chambre et il y va. Et il n'y a plus personne dans la chambre. Et du coup, on les retrouve dans l'escalier en train de discuter. Un escalier qui, pareil, à un moment donné, on les voit, ils sont assis sur des marches et on est filmé de l'étage du dessus en termes d'escalier. Et on voit, pareil, cet effet kaléidoscopique, encore une fois, labyrinthique, où, vu qu'on est quand même au 38e étage à ce moment-là, on voit que l'escalier fait un espèce un effet de tourbillon rectangulaire infini, en fait, à côté d'eux. Et enfin bref, voilà, c'est toujours pareil, c'est des plans que moi que je trouve vraiment super beaux et très travaillés. Il y a une notion de désorientation du spectateur. Oui, clairement. Et la mise en scène le fait souvent, que ce soit le couloir ou ce que tu dis là sur l'escalier. C'est assez évident qu'il y a une volonté de perdre aussi bien les personnages, mais surtout le spectateur. C'est ça. Et donc à ce moment-là, Nicolas Cage peut enfin interroger Julia, lui dire mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi ça, racontez-moi. Et donc elle lui raconte une histoire, et alors là, pareil, on va sur une nouvelle façon de faire. On n'est pas sur un format en vue subjective pour ce témoignage, on va être sur un format d'écran splitté, où en fait on va avoir la version à droite de Julia, et à gauche, ce que Nicolas Cage imagine qui s'est réellement passé suite à ce que Julia lui raconte en fait. Et en fait, Julia va lui raconter que c'est son meilleur ami qui a tué avec la volonté de tuer Qui a fait tuer le secrétaire d'État. Qui a fait tuer le secrétaire d'État, puisqu'en fait il a tué le tueur isolé qui travaillait pour lui.
Et on voit d'ailleurs, c'est lui qui met dans la poche du tueur isolé voilà, la lettre c'est ça. Et tout ça, Julia l'a vu. Et en fait, pour revenir à ce que tu disais sur le plan séquence de début, dans l'intro du film, au moment où Nicolas Cage reçoit cet appel, en fait, c'est un numéro qu'il a donné à son Lucky Number 7, hein, comme il l'appelle, qu'il a donné à les filles un peu potiches, qui mettent ring numéro 1. Ouais, l'espèce de pom-pom girl. Voilà, je sais plus comment on appelle ça. Et cheerleaders. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, celle qu'il a appelée, en fait, elle se trouve de l'autre côté du ring à ce moment-là, de là où se trouve Nicolas Cage. Et en fait, on voit qu'il y a Julia, tout en blanc, à ce moment-là, qui se cache derrière quelqu'un parce qu'elle a vu Kevin après qu'il ait fait je sais plus quoi. Elle a vu Kevin arriver et en fait elle voulait pas se faire voir parce que à ce moment-là, pour elle comme pour nous, c'est le chargé de la sécurité du secrétaire d'État, et donc du coup elle en profite. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit qu'il donne une arme, etc. Et enfin non, elle le voit pas. Elle le voit pas parce que je vous dis une bêtise, pardon. En fait, elle le voit pas puisque en fait, le personnage de Julia, dans cet écran splitté, si on s'en tient à ce qu'elle montre vraiment le déroulé. Je me suis caché pour pas me faire voir par Kevin parce que c'est le chef de la sécurité. Je suis allé ensuite parler au secrétaire d'État et on voit tout ça. Et en fait, c'est Nicolas Cage qui, quand elle lui dit ça, comprend que Kevin a fait quelque chose, en fait. Et du coup, pareil, encore une fois, la mise en scène, le montage, en l'occurrence, c'est superbement bien fait. Enfin, ça fonctionne à tous les points de vue, quoi. Une proposition dans ce film d'un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fonctionne bien, l'écran splitté, qui reprend l'écran splitté sur les deux télévisions de l'intro sur le plan séquence. On passe d'une télé à l'autre au départ avant de le voir arriver lui. Et non, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de comprendre encore une fois que l'histoire en fait elle n'est pas exactement celle qu'on pensait, mais comme tu dis, on peut en regardant les trucs se dire mais en fait tout était sous nos yeux depuis le début. Et donc effectivement lui il va commencer à péter un peu les plombs, le personnage de Nicolas Cage, parce que c'est son meilleur ami et que là d'un coup ce qu'il prend comme étant une des personnes les plus droites de la planète, dit-il, des plus honnêtes de cette planète, et en fait elle est à l'origine d'un complot et ça lui paraît absolument invraisemblable. Et donc au début il remet un peu en cause la version de ce que lui raconte Julia. Il lui dit mais vous êtes sûr, vous n'avez pas confondu avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible que ce soit lui. Et c'est intéressant aussi parce que là rentre un autre aspect du personnage, c'est son côté sentimental qu'on n'a pas encore exploré jusqu'à maintenant. C'est vrai, son côté loyal, presque plus. Et donc voilà, suite à ces révélations, il se dit que de toute façon la parole de Julia ne suffit pas. Et donc là, on va arriver dans le dernier tiers du film, où il va aller essayer de trouver une preuve autre, parce que je crois qu'il lui pose une question en fait, pour être sûr qu'elle parle bien du même. Et elle lui fait non, j'avais encore mes lunettes à ce moment-là. Donc toujours pareil pour cette histoire de point de vue pour le personnage de Julia. Oui, parce qu'en fait, il lui demande si elle s'est pas trompée. Elle dit oui, peut-être parce que j'avais pas mes lunettes. Il dit si, vous les aviez encore à ce moment-là. Vous les avez perdues c'est ça. Au moment du coup de feu, pas avant. Donc elle lui dit bah oui, non, j'ai pas pu me tromper, quoi. Et donc voilà. Et donc le dernier tiers du film va donc faire cette recherche d'une preuve supplémentaire par le personnage de Nicolas Cage. Et donc, alors, on va comprendre le pourquoi du comment, en l'occurrence, à ce moment-là. On va comprendre que Kevin, en fait, a fait ça pour lui, en tout cas, comment dire, loyauté envers le pays. J'ai plus le mot, parce qu'il est dans l'armée, etc. Il est militaire, et on comprend que cette équipe-là travaille sur un projet une nouvelle arme de trucs antimissiles, c'est ça, financé par le Powell du sauf du que casino. On va vite comprendre que le personnage de Julia doute de la fiabilité de cet engin qu'elle C'est une considère analyste, comme dangereux. Elle est data analyst, et en fait lui va dire mais on n'a pas le choix, il faut qu'on valide ce truc. Donc visiblement ils ont transmis des faux résultats au secrétaire d'État pour qu'en gros il entérine le projet et qu'il le valide, parce que aux États-Unis il faut que le secrétaire d'État le valide, sinon ils peuvent pas financer ce genre de projet là. Et donc en fait lui il va se servir de cet angle là en disant nous on est des soldats, on a besoin d'être sauvés, d'être protégés. Donc en gros on va comprendre qu'ils veulent assassiner ce gars là et surtout assassiner la fille, elle, pour éviter qu'elle révèle que le truc n'est en réalité pas fiable, et qu'ils assassinent ce gars-là pour que l'opinion publique se rallie derrière leur idée. Parce que construire des armes, c'est toujours un peu compliqué quand on n'a pas l'opinion publique avec soi. Mais là, l'idée, c'est de dire, lui, il était pour,
On sort, il le dit d'ailleurs à un moment au personnage de Nicolas Cage. Ce matin, on a fait les essais. Quand on est arrivé, on était très contents. Ça s'est bien passé parce qu'ils ont présenté des faux résultats. C'est ça. Donc en fait, c'est intéressant parce que lui, ils veulent le tuer alors que il est a priori d'accord avec eux. Mais on va comprendre qu'il a reçu un mail de Julia et que du coup, il remet peut-être en doute l'expertise qu'il a reçue. Alors que elle, ils veulent la tuer parce qu'on sait qu'elle connaît l'information. Comme quoi les informations, enfin les rapports sont trafiqués. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'à la fois elle, on l'élimine pour pas qu'elle dise, et lui, on l'élimine pour pas qu'il apprenne et pour se servir de sa mort comme d'un tremplin pour le projet. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant aussi dans la mise en scène et dans l'écriture. C'est ça, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et donc du coup pour aller vers la fin. Donc suite à ça, à sa recherche de vérité finalement, Nick Cage en fait se souvient d'une caméra sur un dirigeable avec un œil, hein, donc là vraiment c'est littéralement dit quoi, que c'est vraiment l'œil de la caméra, c'est l'œil qui voit tout, la caméra omnisciente, et donc en gros il va visionner cet enregistrement après avoir mis Julia à l'abri. Et dans cet enregistrement qui a filmé donc en face de là où se trouvait Kevin et où se trouvait le tueur, il voit que Kevin en fait est déjà en joue, prêt à tirer sur l'assaillant au moment où celui-ci commence à tirer les premiers coups de feu. Et là en fait il se dit ah oui d'accord, donc en fait il n'y a pas d'erreur possible. Et donc là on va voir donc la confrontation entre les deux amis. Kevin arrive à ce moment-là évidemment. Parce qu'il a compris que de toute façon Nick Cage avait tout découvert, et il commence à lui donner un petit ultimatum. Écoute, t'es un vendu de toute façon, t'es un pourri, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Prends l'argent, tais-toi, regarde ailleurs, fais ce que t'as toujours fait. Voilà, et c'est là en fait le tournant du film pour le personnage de Nicolas Cage, puisque à ce moment-là, il sort le fameux billet de sang qu'il avait récupéré sur le caïd au tout début, qui est passé de main en main, un peu, pendant le film, et que lui a finalement récupéré. Et en fait, il le voit par terre, et il se dit non, mais en fait, là, je tombe tellement de haut, je peux pas cautionner ça, je suis peut-être un pourri, mais j'ai jamais tué personne. C'est ce qu'il dit. Oui, puis ça fait vraiment image à cette idée que là, c'est de l'argent sale. C'est-à-dire que oui. C'est de l'argent contre son silence pour tuer quelqu'un. Là, il ne s'agit pas de couvrir un meurtre, il s'agit de donner des informations pour qu'on puisse commettre un truc. C'est-à-dire qu'on n'est pas a posteriori. Là, son choix va déterminer la vie ou la mort de quelqu'un. C'est ça. Et finalement, il décide de ne pas, accepter ce marché-là. Et donc, il va se retrouver en one-one avec le boxeur du début, avec Tyler, qui lui participe à ce complot-là, et vraisemblablement, il a choisi de suivre Kevin parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'ils vont effacer ses dettes, même si le chaos ne s'est pas passé comme prévu, etc. Exactement. Et donc, du coup, il va le frapper suffisamment longtemps, et le dernier coup sera asséné par Kevin Dunn directement. Et donc, ils vont le laisser pour mort. Et on va coller sur sa veste un petit truc à l'arrière. Au début, on voit pas trop ce que c'est. Et puis finalement, on va le comprendre après. C'est un mouchard. C'est un mouchard, et là, pour le coup, un beau fusil de Tchekhov, hein, en l'occurrence, puisque c'est un des mouchards que Kevin lui présente quand il se retrouve devant le ring au tout début du film. Exactement. Sur un de ses équipiers. Il fait non, de toute façon, regarde, t'as ton mouchard pour qu'on s'achoutait, pour qu'on puisse communiquer. Et donc, du coup, il va lui coller ce truc-là. Lui, il va se réveiller. Il va réussir à s'échapper, pardon. Il se réveille en vue comprendre SPS, en plus. Très vite. Qu'est-ce que tu dis ? Il se réveille en vue subjective. Oui, c'est vrai. En plus. T'as raison. Il va se réveiller, il va s'échapper, mais en fait on va comprendre a posteriori qu'on l'a surtout laissé s'échapper, parce qu'on veut qu'il aille rejoindre la fille et la planque pour pouvoir le trouver. Et donc il va y aller bon an mal an, parce qu'il a vraiment des difficultés à marcher, parce qu'il s'est fait défoncer. Enfin, je veux dire, il a la tronche en son, il a des côtes cassées, et il est pas bien, quoi. Et donc là il y a une espèce de course poursuite, mais au ralenti, qui est assez drôle, où il avance et Gary Sinise le suit de loin, un peu comme une menace. Comme la mort voilà. Qui plane en fait, hein, c'est l'épée de Damoclès personnifiée, quoi. Et il va y avoir cette révélation avec un éclair qui va allumer, si j'ose dire, en tout cas illuminer un couloir, et donc faire apparaître l'ombre de Gary Sinise sur avec un son mur, pistolet. Avec son pistolet, ce qui va permettre à Nicolas Cage de comprendre qu'il est juste derrière lui, quoi. Et ça, c'est pareil, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est intelligent. C'est une super idée. C'est une belle idée, et on se sert à nouveau de cette tempête dont on nous a parlé au début, qui a priori servait à rien, et finalement si.
Et voilà, ça va nous amener donc à la toute dernière séquence du film. C'est ça, donc la toute dernière séquence du film, en tout cas de cette histoire Avant à ce moment-là, l'épilogue. avant l'épilogue. Kevin, Gary Sinise veut absolument que Nicolas Cage lui ouvre en lui disant écoute, m'oblige pas à te tuer, ouvre. De toute façon, c'est terminé, je sais qu'elle est derrière, personne te croira, Tyler il est de notre côté. Il n'y a pas de raison que tu fasses ça, quoi. Que tu la défendes. Et donc Nicolas Cage ne veut toujours pas. Et à ce moment-là, Julia, qui les entend derrière la porte, décide d'essayer de s'enfuir avec la porte donnant sur l'extérieur. Et elle prend un espèce de tuyau métallique pour taper sur le code, enfin le cadenas, on va dire, pour pouvoir sortir. Et à ce moment-là, tout s'enchaîne, puisque, en fait, faut savoir, pour essayer de visualiser, à ce moment-là, on est dans un couloir très, très froid, très métallique. Et il y a, encore une fois, la présence d'un écran de télé qui retranscrit donc le reportage qui est en train d'être fait à l'extérieur sur la tempête, qui est finalement un ouragan. Hein. Et en fait, ce truc-là se trouve juste derrière l'autre façade de la pièce où se trouve Julia. Et donc, Nicolas Cage, lui, voit cet écran. Il voit que la tempête a fait tomber le globe qui tournait autour de la reine, au-dessus de la reine, le globe métallique, un peu comme le globe du Daily Planet, hein, pour schématiser. Et du coup, qui va rouler. Et lui, il connaît les lieux, il connaît par cœur. Et il sait que ça va arriver. Il sait qu'il peut encore tenter un dernier coup de poker. Et du coup, ça s'enchaîne, comme je disais, et donc ils arrivent à rentrer dans la pièce tant bien que mal, et à ce moment-là, la tempête crée une énorme vague, parce que la reine se trouve sur les quais presque, crée une énorme vague qui explose, qui dévie la course d'une camionnette de police qui faisait le tour de la reine, qui allait dire aux journalistes mais cassez-vous, c'est dangereux en fait. Et en fait, du coup, pour éviter la vague, ils vont tourner et ils vont aller directement dans le mur au moment où Gary Sinise et Nicolas Cage sautent, alors l'un pour sauver Julia, l'autre pour la tuer, et arrivent dans cette pièce-là. Et du coup, en paniquant, non, en plus c'est même pas en paniquant, c'est qu'il avait déjà commencé à tirer et à presser la détente, Gary Sinise, Kevin, là, et donc du coup il va tirer sur la camionnette de police, briser le pare-brise, et donc là les policiers vont le mettre en joue en disant ah, pose ton arme, qu'est-ce que tu fais, machin. Et donc là il est en pleine lumière, le complot est dévoilé, la lumière divine, hein, parce que la caméra pour moi a un sens divin dans ce film, on y reviendra un peu après là, et du coup il a plus aucune échappatoire, et donc il décide de se donner la mort, et donc Nicolas Cage lui dit alors je vais le dire en français, en VO il lui dit you got the snake eyes, quelque chose que lui avait déjà dit Kevin plus tôt quand il se faisait tabasser. En gros la banque a gagné, et donc là il lui ressort cette réplique là, donc en gros tu as le mauvais œil, etc. Snake eyes en fait c'est un terme de jeu de hasard, hein, à la base. Donc dans une ambiance un peu casino, ça prend tout son sens. Et donc voilà, donc là c'est la conclusion de l'intrigue principale du film, et on va avoir le droit à un petit épilogue sur l'après pour le personnage de Rick Santoro, qui est donc porté au nu par les gens. Il reçoit de la part du maire une récompense pour service rendu, etc. Et lui qui n'a jamais prétendu être un héros, finalement en devient un peu un. Mais ça ne dure qu'un temps, puisque ses anciennes combines sont dévoilées suite à cette notoriété soudaine, voilà, on va cette dire. notoriété soudaine, merci, je trouvais plus le mot, pardon. Et donc, suite à ça, tout ça est mis à jour, et lui qui, dans le film, nous a dit plusieurs fois, de toute façon, c'est ma ville, je veux me présenter aux élections municipales après, du coup, va tomber en déchéance. Hein. On sait que l'Amérique adore ses héros, mais elle adore encore plus les voir tomber, et là, du coup, ça prend également un sens beaucoup plus large avec ce personnage. Et donc tout l'épilogue, ça va être ce qui lui arrive. Donc il va aller au procès, il va être destitué, sa femme va le quitter, il va plus voir son fils, etc. Et on le retrouve devant le casino qui est en train d'être vraiment construit, avec Julia, quelques semaines après tout ça.
Bon, on a le droit au petit moment bisous entre les deux, et en gros, on apprend qu'il va faire un peu de prison, hein, si je dis pas de bêtises, où il va partir pendant un temps. Ouais, et puis on a cette séquence qui est assez longue avec un zoom permanent, c'est un plan fixe, mais avec un zoom dans l'image continu, et qui va nous amener au générique de fin. Et là, je vais plaider coupable. Moi, évidemment, j'ai regardé tout le générique, puisque le générique aussi, est... ouais. Mais j'ai pas compris. Je ne comprends pas ce qu'on nous montre à la fin. Le diamant, espèce de diamant, le diamant mais dans le béton. Je ne vois pas le rapport avec tout le reste du film. J'ai pas non, je suis passé un peu à côté aussi pour tout te dire. J'ai cherché une signification, j'en ai pas trouvé. Donc écoutez, si vous avez vu le film et que vous avez une interprétation, n'hésitez pas à nous la partager sur nos réseaux. Il faut bien comprendre que cette séquence-là, donc c'est un Nicolas Cage s'en va. Enfin, d'abord Julia s'en va, puis lui s'en va. Et en fait, il y a le chantier derrière eux, donc tu l'as dit, du casino. Et on a donc un zoom très lent sur le chantier et qui avance progressivement sur une espèce de colonne en pierre ou en, je sais pas en quelle matière elle est. En béton. Qui sont en train de monter avec une structure. Et ça finit avec un plan très serré sur une main d'un ouvrier qui tient ce truc-là. Et quand sa main s'enlève, il y a un diamant rouge en dessous. Et là, vraiment, moi, je me suis dit, mais là, j'ai raté quelque chose. Et j'avoue que je n'ai pas compris quel était le symbole. Est-ce que c'est censé faire écho à l'œil d'un serpent ? Je ne sais pas. J'y ai pensé. Je sais pas si c'est pas à mettre en corrélation aussi avec... Parce que tout ça se fait sur une musique. Hein, c'est le générique de fin, en fait. Hein, oui, ce dernier plan séquence, on peut l'appeler un peu comme ça. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être à mettre en corrélation avec les paroles de la musique, mais j'ai pas du tout écouté les paroles de la musique, j'en sais rien. Donc je sais pas. Là pour le coup, c'est vrai que la fin est un peu interrogative sur ce générique de fin. Voilà, c'est énigmatique, tout à fait. Donc voilà, c'est la fin de Snake Eyes, pas de l'épisode, mais du film. Parce que pour l'épisode, je pense qu'il y a encore quelques... Enfin, moi, j'ai 2-3 trucs à dire encore. Hein. On a parlé effectivement de la présence multiple de multiples caméras et d'écrans, que ce soit des télés, des caméras de surveillance. On a dit que ça justifiait les points de vue autres que ceux des personnages humains, finalement. Et bon, en fait, ça m'a fait penser à une notion que j'avais étudiée en fac, pour le coup, une fois n'est pas coutume. C'est la notion de cinéma vérité, Kino Pravda, avec un petit accent russe, qui nous vient principalement de Dziga Vertov, où du coup, tu as une caméra qui voit tout, qui recherche une vérité. Et je trouve qu'en fait, il y a une vraie recherche du parfait point de vue, du point de vue absolu dans ce film, qui passe par cette multiplicité d'écrans. Le réalisateur, en fait, il essaye de rechercher le point de vue le plus vrai possible pour tout nous expliquer. Et ça passe, tu vois, comme je le disais, littéralement par ce dirigeable avec un œil carrément dessus qui est vraiment... ça nous est mis dans le visage, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, il y a aussi pour moi un écho à 1984. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment l'œil et cette idée de la surveillance. Et quelque part, le film parle un peu de ça aussi, parce qu'il y a ce qui était des nouvelles technologies à l'époque, c'est-à-dire les traceurs, cette fameuse caméra qui considère comme volante, c'est-à-dire qui peut se déplacer assez librement. C'est marrant d'ailleurs de voir que c'est des trucs qui sont très utilisés aujourd'hui dans le sport professionnel. Ce qu'on appelle les spider cam, il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant aussi quand on regarde le film de ce point de vue-là, c'est-à-dire au-delà d'être simplement... un enchaînement de points de vue différents et d'outils cinématographiques au service d'un récit, il y a effectivement une lecture aussi de cette idée qu'aujourd'hui, à travers les caméras au sens littéral du terme, oui, on peut voir un peu tout ce qui se passe partout. Il y a des caméras dans les ascenseurs, il y a des caméras dans la salle, il y a des caméras dans le casino. Il le dit, il y a plus de 1000 caméras dans l'enceinte. À un moment, il lui pose la question. Et en fait, jusqu'où est-ce que on peut éviter d'être filmé ? Jusqu'où est-ce qu'on peut se cacher ? Et je trouve que c'est intéressant parce qu'elle réussit finalement à en rescaper, Julia. Mais ça se joue à pas grand-chose parce qu'elle a réussi à déjouer cette espèce de contrôle. Et que finalement, l'œil en question, d'où pour moi la référence à 84, c'est que l'œil en question, c'est vraiment l'idée que tout est contrôlé, tout est dirigé, mais ça se retourne. Finalement,
contre celui qui avait mis en place le plan au départ. Ah bah, Parce que c'est carrément, cette oui. caméra qui permet de le compromettre. Ah bah oui, c'est ça qui est super paradoxal et qui est encore une fois assez intéressant. Moi je trouve que vraiment l'œil de la caméra, en fait moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est la caméra qui est complètement omnisciente. C'est pour ça que je parlais de divin presque un peu aussi, parce que la caméra en fait elle s'affranchit de toutes les limites physiques et spatiales, hein. Tu l'as dit, elle passe à travers les cloisons des chambres d'hôtel. Pareil à la fin sur la dernière salle où se retrouve Julia. Et ça va même plus loin avec ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que dans les endroits où il n'y a pas de caméra, c'est pour le spectateur que la caméra montre. Dans les toilettes quand elle se change, dans les escaliers, tous ces moments-là, ou dans les coulisses aussi, justement, là où il se fait tabasser et là où du coup Kevin tue ses camarades pour essayer de se sauver. C'est assez dingue de voir en fait toute la thématique de cette chose-là en fait dans le film. Je trouve que ça va plus loin que simplement, comme tu disais, les points de vue liés à l'intrigue en tout cas. Non, ouais, il y a vraiment une réflexion autour de ça, du fait que il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on nous permet de voir, il y a ce qu'on voit de notre point de vue, ce qu'on voit depuis un angle plus grand, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que chaque personnage voit les choses à son niveau, et c'est toute l'intro, tout le plan séquence de départ, c'est que Nicolas Cage, de son point de vue, tout va vite et il voit pas que le mec il a une oreillette à côté de lui, que son pote il est à côté du tireur, que la nana qui est venue à côté de lui elle vient d'en face. Enfin, en fait tous ces éléments là il le voit pas parce que tout va très vite et finalement il se sert du point de vue et des autres angles que lui offrent à la fois les personnages et la technologie. Et il y a un vrai parallèle à faire avec effectivement les outils de cinéma que sont les caméras et qui nous permettent de montrer aux spectateurs ce qu'on veut. Et surtout de ne pas leur montrer ce qu'on veut pas. Oui, bah clairement, c'est ça. Moi je trouve qu'il y a un côté nul n'échappe aux yeux de Dieu, quoi. Et Dieu ici, c'est le réalisateur, tu vois. Et moi je trouve que c'est un procédé qui fonctionne vraiment très bien, particulièrement dans ce film. Je me perds un peu dans mes idées. Mais du coup, ouais, non, j'ai rien d'autre à rajouter. En fait, je me suis un peu perdu, excusez-moi. Et ben, on va s'arrêter là si on a fait le tour. Bah oui, hein. Franchement, voyez-le. Si vous l'avez jamais vu, c'est un bon film. Ah ouais, Donnez-lui non, sa chance. c'est très très bien. Ah oui, si, ça me revient, excusez-moi. C'est que la recherche de la caméra vérité, etc., intervient aussi même dans l'épilogue, puisque du coup, tout ce qu'on voit sur la déchéance un peu du personnage de Nick Cage, c'est via des caméras de télé, encore une fois. Donc c'est-à-dire que vraiment la recherche de la vérité via la caméra, via le cinéma, en fait c'est à ça que ça sert les caméras, c'est rechercher une vérité qui est presque invisible à l'œil nu au départ. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter pour aller au bout de mon analyse et de ce que j'ai pu comprendre et voir dans le film. C'est ça qui est intéressant avec le cinéma et avec ce genre de film particulièrement, c'est qu'on voit vraiment ce qu'on veut voir et que il y a une multiplicité d'interprétations possibles, et ça c'est cool. Mais franchement, ouais, voyez ce film-là. C'est un film qui mérite d'être connu. Voilà. Si vous avez écouté le podcast, bon, vous allez plus avoir beaucoup de surprises, mais parlez-en autour de vous et faites la promo de ce film. Il mérite vraiment d'être vu. Il y a vraiment des bonnes idées et on passe vraiment un bon moment. En plus, c'est un film qui est court, il dure 1h38. Mais c'est ça, oui, on n'en a pas parlé de la durée. C'est mais oui, une des forces aussi du film. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il est plutôt efficace, il y a un bon rythme, on s'ennuie pas. Et franchement, les choses s'enchaînent plutôt bien et on passe un bon moment. C'est ça. Et puis nous, on est assez friands des films de point de vue comme ça, hein, que ce soit Angle d'attaque ou même le film Rashomon, hein, qui est un des premiers qu'il a fait, Rashomon de Kurosawa. Donc non, vraiment, voilà, comme dit Guillaume, n'hésitez pas à le voir, même si là, comme il l'a précisé, on vous a peut-être un peu tout gâché au niveau de l'intrigue, mais ça reste un bel objet cinématographique. On va vous donner un petit indice pour le prochain film, ça sera donc dimanche prochain. Vous savez que maintenant c'est le dimanche à 18h les épisodes. Donc la prochaine fois, on va parler d'un genre qu'on n'a pas encore évoqué. On va pas vous dire précisément quoi, mais allez, l'indice c'est qu'on va mélanger dans le prochain genre. On va mélanger deux genres, on peut dire ça pour le prochain film. On va mélanger deux types de... Je te laisse faire le teasing. Je te laisse faire le teasing. Va au bout de ton idée. Je vais m'arrêter sur ça. On va vraiment mélanger deux genres de cinéma qui ont parfois coexisté, mais assez rarement finalement. Et voilà. Et pour vous donner un truc un peu plus vague, c'est un film qui a moins de 10 ans.
Oui. pense. Oui, il est Ou quand même une- assez allez, on va récent. dire- ouais, je une crois petite qu'il- dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Merci Bastien. Merci Guillaume, merci à tous d'être toujours là, ça fait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est toujours chouette, ça nous fait plaisir. Vous pouvez mettre des commentaires, des avis, enfin voilà, faites-vous Puis plaisir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous proposer, à proposer des films aussi. Hein, Oui, parce que bien sûr, C'est vrai vous pouvez faire que, ça. que nous, on fait un peu à notre convenance, mais on n'est pas contre de nouvelles idées. Si vous avez des idées, vous nous dites en commentaire ou partout. On a une page Instagram, on l'a pas dit. Oui, c'est Mais vrai qu'on voilà, l'a pas encore on a dit. une page Instagram, allez voir. Je vais vous donner le nom quand même, je vais faire ça professionnellement. Mais on a une page sur laquelle vous avez l'annonce de chaque épisode avec parfois des petits extraits qui sont publiés. Donc ça s'appelle @ettpq-podcast. Voilà, vous allez retrouver, vous allez reconnaître le logo, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre et puis à partager autour de vous si ça vous plaît. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la Merci à semaine tous, prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.